Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons considérer les décodeurs et les encodeurs. Voici les sujets de ce thème. Pour les décodeurs et les encodeurs, nous allons voir leurs fonctionnalités, leur table de vérité, comment les modéliser en VHDL et comment les synthétiser. Tout d'abord, le décodeur. C'est un module combinatoire très utile. Voici un exemple d'utilisation. Considérez le problème d'installer un système de gicleur automatique autour d'une résidence. La résidence est entourée d'un jardin. On peut diviser le jardin en 4 zones. Tout d'abord, l'avant de la résidence, le côté droit, le côté gauche et l'arrière de la résidence. Le terrain est tellement grand qu'il n'y a pas suffisamment de pression d'eau pour arroser tout le terrain au complet. Donc, l'aqueduc municipal peut nous fournir une certaine pression qui est suffisante pour arroser une zone à la fois. On utilise donc un décodeur. Tout d'abord, un contrôleur avec minuterie qui nous donne un numéro de zone, disons la zone 1 pour en avant, la zone 2 pour le côté droit, et le décodeur, ici, va n'activer qu'une seule valve à la fois. On activerait bien sûr une valve principale. Donc, par exemple, quand le numéro de zone est 1, à ce moment-ci, la valve numéro 1 serait ouverte, laissant passer l'eau, et les 3 autres valves seraient éteintes. Et à ce moment-là, on aurait de l'eau qui irait en avant. Quand le numéro de zone passe à 2, à ce moment-ci, la valve d'en avant serait coupée, la valve du côté droit serait ouverte, laissant passer l'eau, et les autres valves seraient fermées, et ainsi on pourrait arroser la pelouse du côté droit. Le décodeur a donc une seule sortie qui est active à la fois. Voici la table de vérité du décodeur. C'est un décodeur à 3 entrées et 8 sorties. On constate que pour les 8 entrées, les 8 combinaisons d'entrées possibles, dans chaque cas, il n'y a qu'une seule valeur de sortie qui est active. Le numéro de la valeur qui est active correspond au code d'entrée. Voici le modèle VHDL d'un décodeur. On utilise une assignation choisie qui spécifie les 8 cas possibles. Donc, avec le signal de contrôle A, ici qui a 3 bits, on choisit pour F. Quand c'est 0, 0, 0, on a 1, ici pour F0. Quand c'est 1, on a F1 qui est à 1. Quand c'est 3, on a F3 qui est à 1, et ainsi de suite. On remarque que la description est une description par table de vérité. Il y a 8 fonctions de sortie, 3 signaux d'entrée possibles, donc on a 8 rangées à la table de vérité et 8 fonctions de sortie. L'expression others, où on assigne la valeur de x, permet d'assigner une valeur de x seulement dans des cas particuliers où l'entrée A ne serait pas un vecteur de 3 valeurs 0 ou 1. Une petite parenthèse de VHDL maintenant. Nous allons considérer les agrégats en VHDL. J'ai préparé 6 exemples sur cette diapositive et je vous demande de les considérer un à un avec moi. Assurez-vous de bien comprendre un exemple avant de passer au suivant. On peut tout d'abord faire l'assignation à un vecteur, ici de 4 bits, de 4 éléments avec la notation qui est montrée ici. C'est une assignation positionnelle. Le premier 0 ici irait dans le premier indice du vecteur data 1. Le premier indice, c'est l'indice 0. La deuxième valeur, le 1, irait dans le deuxième indice, qui est 1, et le dernier 1 irait dans l'indice 3. Si on avait mis 3 down to 0, à ce moment-là, le premier 0 serait allé dans l'indice 3. C'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple maintenant. On peut faire une assignation nommée, c'est-à-dire que à l'indice 1, on va mettre la valeur 1. À l'indice 0, la valeur 0. À l'indice 3, la valeur 1. Et à l'indice 2, la valeur 0. Cette assignation nommée est donc indépendante de la déclaration, soit 0 to 3 ou 3 down to 0. C'est pour l'exemple 2. L'exemple 3 maintenant. On définit un signal, databus, qui a 16 bits. On fait une assignation positionnelle avec gamme d'indices. C'est-à-dire que pour les indices 15 à 8, inclusivement, on assigne la valeur 0. Pour les indices 7 à 0, inclusivement,
on assigne la valeur de 1. C'est pour l'exemple 3. Considérons l'exemple 4 maintenant, avec un objet de type record. L'objet a deux champs, c'est-à-dire un code de type integer et un nom de type string. C'est un peu comme l'assignation nommée, c'est-à-dire que dans le champ code, on peut mettre une valeur, par exemple 57, et dans le champ name, on peut mettre une chaîne de caractères, par exemple la chaîne move. C'est pour l'exemple 4. Considérons l'exemple 5 maintenant. Encore une fois, on a un signal qui est un std logic vector de 16 bits. Dans ce cas-ci, pour les bits 14 à 8 inclusivement, on met la valeur 0. Et supposons que le bit 15 et les bits 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0, on veuille placer la valeur 1. Dans ce cas-ci, on peut utiliser le choix Others. Le choix Others, tous les autres indices vont avoir une valeur de 1. Tous les autres indices, ceux qui n'auront pas été spécifiés au préalable dans l'assignation de valeur. C'est pour l'exemple 5. Considérons maintenant et finalement l'exemple 6. Encore une fois, on a notre vecteur de 16 bits, ici, et dans cette valeur, on va assigner toutes des valeurs Z à chacun des indices, c'est-à-dire tous les indices pour lesquels une valeur n'aura pas été spécifiée. Comme on n'a pas spécifié aucune valeur, ça signifie que tous les indices se verront assigner la valeur Z. Voici donc une deuxième version du modèle du décodeur en VHDL. Cette version a le grand avantage d'être paramétrable. Donc, il y a un énoncé generic, n ici, de valeur 3, mais qui pourrait être changé, et n représente le nombre de bits du signal de sélection A. Il y a 2 à la n-1 sortie F. Par exemple, pour n est égal à 3, on avait 3 bits pour A et 8 sorties F. On peut définir le comportement du décodeur avec un seul énoncé. Donc, dans F, on place tout d'abord des zéros partout, c'est la valeur par défaut, et à l'indice correspondant à la valeur de A étant ici un std logic vector qu'on convertit en type unsigned, et ensuite on convertit le tout en entier, ce qui nous donne une valeur entière ici qu'on peut utiliser comme indice du vecteur f. À cet indice, on met la valeur 1, tous les autres ont une valeur de 0. Cette description est synthétisable parce que l'outil de synthèse va pouvoir énumérer tous les cas possibles, tous les indices, et construire effectivement la table de vérité. Mais nous, on n'a besoin qu'une seule ligne pour représenter tout cet énoncé, ce qui est très, très puissant. Considérons maintenant l'encodeur à priorité à l'aide d'un exemple. On peut estimer le logarithme à base 2 d'un nombre en trouvant la position du 1 le plus significatif pour le représenter. Par exemple, dans le tableau, on voit que le logarithme à base 2 de 4, c'est exactement 2. Et il y a un 1 en indice 2. Le logarithme à base 2 de 7, c'est 2 aussi, 0,8073, et le 1 le plus significatif est en position 2. Pour le nombre 65, le 1 le plus significatif est en position 6. Et le logarithme à base 2 de 65 est bien 6,0223 quelque chose. Donc, on peut trouver d'une part la partie entière du logarithme à base 2 d'un nombre en inspectant l'indice du 1 le plus significatif pour le représenter. La partie fractionnaire restante nous donne une estimation du logarithme, de la partie fractionnaire du logarithme. Par exemple, pour 65, on avait un 1 en position 6. Si on vient placer une virgule ici, ce qui nous donne comme partie fractionnaire 0,00001, on pourrait estimer le logarithme comme étant 110, c'est-à-dire 6,00010, et ce nombre ici est effectivement 6,015625. C'est assez proche de la vraie valeur 6,0223. On aura une valeur exacte pour les nombres qui sont des puissances de 2. Par exemple, dans le cas de 4, on aurait ici 2,0. Ça correspond exactement au logarithme à base 2. L'exemple pour 237, c'est la même chose. Le 1 le plus significatif est à l'indice 7. On viendrait placer une virgule ici. Ici, ce serait la partie fractionnaire du nombre. On
prend donc 7, et cette partie fractionnaire qui est 7,8515, etc. C'est assez proche du logarithme en base 2. On pourrait vouloir estimer la valeur du logarithme en base 2 d'un nombre de façon à simplifier une opération comme la multiplication pour les très grands nombres. Voici un diagramme de bloc qui permettrait de calculer l'estimation du logarithme à base 2 d'un nombre. Donc le nombre n ici exprimé sur 8 bits. On prend tout d'abord un encodeur à priorité qui trouverait la position du 1 le plus significatif. Cette position serait encodée sur 3 bits. Cette position serait aussi envoyée ici vers un décaleur. On soustrait la valeur de 8 et donc ça nous indique combien de valeurs vers la gauche on doit prendre le nombre pour trouver sa partie fractionnaire. On adjoindrait ensuite cette partie fractionnaire à l'estimé initial du logarithme à base 2 de n et qui nous donne donc un estimé plus précis. L'encodeur à priorité a une autre sortie. V, qui est une erreur, on va voir pourquoi. Voici la table de vérité d'un encodeur à priorité. Ici, j'ai un encodeur à priorité à 8 entrées et 3 sorties. Les 8 entrées sont D7 à D0. Les 3 sorties sont A2, A1 et A0. Par exemple, si la valeur de D0 est à 1, à ce moment-ci, la sortie de A2, A1 et A0 est 0, pour indiquer que l'indice 0 est l'indice du 1 le plus significatif. Si on a un 1 en position 4, à ce moment-là, la valeur de A2, A1 et A0 serait de 1, 0, 0, c'est-à-dire 4. S'il n'y a aucune des valeurs qui est à 1, toutes les 8 entrées sont à 0, à ce moment-là, on ne peut pas encoder la valeur du 1 plus significatif puisqu'il n'y a pas de 1 plus significatif. On ne peut pas mettre la valeur 0 parce que ça correspond alors à une valeur de 1 à l'indice 0. Le seul choix, c'est d'avoir une quatrième sortie, V, qui indique si les valeurs de A2, A1 et A0 sont valables ou non. Dans le cas d'une entrée qui est composée de tous des zéros, la valeur de V est de 0. Dans tous les autres cas, elle est de 1. Je vous demande de considérer une chose maintenant. Combien de lignes y a-t-il dans cette table de vérité? On pourrait penser qu'il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En fait, ce n'est pas vrai. En fait, cette table de vérité a 256 rangées, parce qu'il y a 8 entrées. Et 2 à la 8 donne 256. La table de vérité ici est comprimée. Donc, pour l'entrée D7 est égale à 1, il y a 128 rangées, 128 possibilités ici des autres combinaisons de D6 à D0, qui ne sont pas montrées dans la table de vérité, ce n'est pas nécessaire. Voici le modèle VHDL d'un encodeur à priorité. On remarque la déclaration d'entité avec un énoncé générique pour la largeur du code de sortie. Le bus d'entrée D a 2 à la n bits, dans ce cas-ci 8. Le code de sortie A à 3 bits, on l'a dit, et le signal de sortie V de validité a un seul bit. Dans l'architecture, on utilise un processus. Attention, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de condition sur la transition d'horloge, donc il n'y a aucune bascule qui est instanciée ici. C'est un circuit purement combinatoire. Tout d'abord, on assigne par défaut la valeur 0 à V et au code de sortie A, on met des valeurs sans importance, des don't care, des tirets. Ensuite, dans une boucle, on inspecte chacun des indices du bus d'entrée D. On commence par les valeurs les plus significatives des indices. Dès qu'on trouve une valeur de 1, à ce moment-là, on encode la valeur de l'indice, K, ici, sur n bits. On convertit le tout en STD logique vecteur pour la sortie A. La valeur de V devient alors à 1 parce qu'on a trouvé un choix valide et on sort de la boucle. Ce qui est très intéressant, c'est que ce code est synthétisable. Effectivement, un synthétiseur serait capable de passer à travers la boucle, d'énumérer toutes les combinaisons possibles, de remplir la table de vérité et donc de synthétiser un circuit numérique. Dans cette vidéo, nous avons vu le fonctionnement des décodeurs et des encodeurs à priorité dans un chemin des données. Nous avons vu comment les modéliser en VHDL et nous avons discuté du processus de synthèse de ces deux modules.